Parfait. Merci de venir. Avec vous, on va regarder un petit peu ce que sont, comment est-ce que les adhérents d'Eurolage qui sont dans la salle en nombre aujourd'hui peuvent essayer d'aller sur les circuits, vos circuits domestiques à vous, que vous connaissez bien. Donc l'Italie pour Giancarlo, l'Espagne pour Alex et puis l'Allemagne pour Anna Maria. Et puis vous allez nous expliquer un petit peu vos parcours réciproques. On va commencer par les dames. On a une seule femme de toute la conférence Eurolarge aujourd'hui. Alors Anna Maria, tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton parcours de marin jusqu'ici et comment tu es arrivée dans notre beau pays? Bon, assez tard, on peut dire. Donc, je suis en France depuis 2012, juste à cause de la course au large, parce qu'en Allemagne, en fait, ça n'existe pas trop. On pense à la Mannschaft et après, long terme, il n'y a rien. Donc, je faisais pas mal la planche et la voile pendant des années. Et j'ai découvert la voile, en fait, en Espagne du Nord. Et depuis 2008, je fais ça. Par contre, ce type, la course au large en double ou même en solitaire, que depuis 2011, 2012. Depuis, en fait, je suis en France. D'accord. Alex? Ah oui, ils parlent tous super bien français quand même. Hein. Moi, j'ai découvert la voile, la course au large en France. C'était en 99. Je suis venu préparer en tant que préparateur de Figaro espagnol qui faisait cette course-là. Et vraiment, c'était une découverte. Quand on a vu ça, on était éblouis. L'année avant, mon frère aîné l'avait fait aussi, en 98. Il avait très bien parlé, parce que nous, on a quand même une grande famille de voile chez moi. On a tous fait de la voile en famille. Donc, quand il est rentré, il a dit « J'ai vu un truc incroyable et tout ». Donc, moi, je suis parti après. La même année, mon petit frère avait construit un mini transat qui était parti sur la mini. Et là, on a quand même démarré les 4 ensemble. Et après, en 2000, parce que moi, je suis devenu navigateur. Mais d'abord, j'étais préparateur. J'ai commencé à préparer des bateaux. J'ai beaucoup navigué en famille et des courses, mais en tant que professionnel, j'ai commencé à préparer des bateaux. En 2000, il y a des races qui est parti de Barcelone. Donc, on a préparé les 4. On était sur des projets, parce qu'on était des teams qui étaient en retard. Et c'est là que j'ai rencontré plein de Français. Et après, on a été appelé en Bretagne pour préparer des bateaux aussi. Et après, moi, en tant que navigateur, j'ai commencé aussi un peu tard, on peut dire, mais j'ai fait donc 3 fois la Mini Transat, en 2003, 2005 et 2007, 3 fois d'affilée, avec des très belles places. J'ai fait 3e en 2003, 2e en 2005, et en 2007, j'ai dématé. Il ne me restait qu'une place sur le podium, mais j'ai dématé. Et après, bon, ça c'est le début. Après, j'ai fait de tout. J'ai ça avec beaucoup d'orgueil. J'ai fait de la préparation des gros bateaux, des petits bateaux. Et en tant que navigateur, pareil, j'ai fait des petits bateaux, des mini. J'ai fait du multicoque, du maxi trimaran, de l'IMOCA, du 40 pieds. J'aime bien. Tu as gagné la dernière roue du Rhum en 40 pieds quand même. Oui, j'ai gagné juste le préciser quand même. Ouais, j'ai fait des belles détail, places hein, aussi, c'est sûr. Ouais. J'ai gagné la roue du Rhum en 40 pieds la dernière. On avait fait 2e sur la Jacques Vabre aussi, sur le même bateau. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait la Barcelona World Race, j'ai fait des records. Bon, je vais pas, ça va être un peu long. Et je prends beaucoup de plaisir et je suis vraiment très bien accueilli en Bretagne. J'ai beaucoup d'amis et je me sens très bien ici. Et là, ta prochaine mission, c'est de faire le trophée Jules Verne avec Francis Joyon. Oui, ben, on ne peut pas le dire parce que c'est demain, Marcus. C'est demain la présentation du team, mais tu l'as dit. Mais donc demain, excuse-moi, désolé. Hein. Ah, non, c'est bon. Je pense que c'est assez public. Donc demain, il y a la présentation et on part sur le Jules Verne avec Francis. Ouais. D'accord. On va juste rappeler qu'Anna Maria, tu es la skipper, c'est marqué sur ton blouson, du classe 40 Nivea. C'est ça. On ne l'avait pas précisé. Giancarlo. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'ai commencé à faire la voile avec une planche à voile en Italie, en face de l'île d'Elbe. Et après, j'ai eu un peu un parcours pas très commun, comme les gars qui commencent avec l'optimiste, etc. En fait, après avoir fait de la planche à voile pendant mes études à l'université, j'ai skippé des bateaux de croisière ou j'ai fait des convoyages, comme ça, pour me gagner un peu la vie. Et après, j'étais à préparer en 2001 un bateau, c'était un 50 pieds, qu'il faisait la Jacques Vabre. Et donc, je me trouvais de l'autre côté de la barrière à rêver, en fait, assis sous les pontons les soirs à 9h quand on avait terminé de travailler, à regarder tous les beaux bateaux avec les lumières du port et rêver un jour d'être moi qu'ils partent. Et je commençais à rêver les fêtes de partir avec les supports un peu plus classiques.
du coup les Mini 650. Et je ne savais pas trop comment m'en sortir pour trouver des sponsors, etc. Et du coup, j'ai écrit un bouquin technique sur la voile, qui a été publié par une maison d'édition, en fait la plus importante en Italie qui fait des bouquins sur la voile, Murcia s'appelle, avec une dédication dans la première page, que c'était en fait les bouquins c'était dédié à les premiers bateaux, qui encore il n'existait pas, qui un jour il m'avait donné la possibilité de faire l'océan solitaire. Et après, j'avais mis en bas cherche sponsor urgent. Et du coup, les mecs de la maison d'édition, ils ne voulaient même pas publier parce qu'ils disaient mais non, attends, mais là, tu es en train de faire ta sauce. Non, je dis ah non, attends, moi c'est 3 ans que je travaille pour mettre juste ça dans la première page. Donc, si tu veux les sortir, tu les sors comme ça. Sinon, je reprends les droits et je vais ailleurs. Et du coup, ça, en fait, elle a été bien réceptionnée pour les mecs qui étaient autour de moi, parce qu'entre-temps que je faisais les bouquins et après mes études, j'ai commencé à être équipier professionnel dans des bateaux, soit pour des propriétaires qui avaient envie de faire des régates classiques en Méditerranée, comme la Giraglia, la Roma Perdue et la Middle Sea Lakes, etc. Et du coup, j'avais aussi franchi un pas. Et donc ça, plus les bouquins, ça me fait rencontrer Prysmian en 2007. On fait des petites régates en Italie. Après, je monte mon projet, un Mini 650. Et voilà, donc 2009, la première Mini en série, j'ai fait 4e. Après, j'ai fait un petit peu de Figaro. Après, je reviens sur le circuit avec les 747 en 2013, où j'ai fait 2e à la Mini. Et du coup, vu l'exemple d'Alex, je me suis dit, peut-être la 3e, je ne la fais pas. Et du coup, après, j'ai fait aussi l'année dernière du Mini, la rue du Rhum. Et là, cette année, je suis avec Rouen Leroux ou Fenetria Prism, et on part là dans la prochaine dimanche pour la Jacques Vabre. Super. Marcus, tu arrives juste un tout petit peu. On venait de commencer, tu es arrivé pile poil, donc c'est la phase de présentation de chacun des membres de la table ronde. Merci, excuse-moi pour pas de souci. On est en plein préparation. Merci beaucoup. Je sais que vous partez en convoi. Il y a beaucoup de convoyages qui démarrent demain et tout. On était ric-rac. On t'écoute sur ton parcours. Alors toi, le tien, en plus, tu as eu 1000 vies, donc essaye de compacter. Je regarde les gens à côté. Parle bien dans le micro. Je suis un petit peu plus âgé, alors forcément, ça veut dire que j'étais là en train de faire du bateau avant qu'ils étaient nés. Moi, j'ai commencé, je suis irlandais d'origine, j'étais né à Dublin et il n'y avait pas beaucoup il y avait 2-3 clubs nautiques à côté de chez moi, pas de tout de la famille, la voile. Alors j'ai appris parce que c'était facile d'aller faire ça les étés et j'étais passionné tout de suite. À l'époque, dans les années 70 et 80, il n'y avait pas de parcours de carrière pour des marins. Les gens qui gagnaient un peu leur vie là-dedans, ils étaient ou maîtres voiliers ou tenaient un chantier naval ou quelque chose comme ça. J'ai décidé d'essayer de suivre des études archi-navales. Et ça s'est bien passé, mais j'étais obligé à partir en Angleterre pour faire ça. J'ai fini mes études au milieu des années 80, mais j'ai navigué beaucoup déjà au début en dériveur chez moi, mais après... course au large dans les bateaux de l'époque de l'IOR. C'était des bateaux on pensait qu'ils avançaient très vite à l'époque. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est même pas un quart de la vitesse. Mais c'était un milieu très très pointu à l'époque et il y avait une grande industrie et c'était beaucoup beaucoup plus international qui est la situation aujourd'hui. Je me souviens d'avoir fait l'Admiral's Cup en 83, je crois, où il y avait 19 équipes international de 3 bateaux chacun et on n'a jamais vu ça depuis, c'est dommage. Et j'ai bossé dans un cabinet d'architecture navale en Angleterre pendant 4 ans après mes études chez Rob Humphreys Yacht Design et en même temps j'ai rédigé des articles pour des magazines et un jour je me trouve en train de donner un article, passer un article au rédacteur en chef de Seahorse Magazine à Londres. Et il me raconte que c'est la dernière fois que j'aurai affaire avec lui parce qu'il prenait sa retraite. Et je dis, bon, qui va te remplacer et il m'a dit, si tu veux le poste, va voir le mec à côté. Et 15 jours après, j'étais rédacteur en chef de Seahorse Magazine. C'était un grand carrefour dans ma carrière parce que j'étais en même temps
sur l'équipe de Rothmans pour faire le Whitbread Race à l'époque. Et j'ai décidé de devenir, pas de devenir journaliste parce que je n'étais pas journaliste, j'étais rédacteur. Et j'ai fait 4 ans chez Seahorse et après je suis parti en France, venu en France pour bosser sur des projets en France et surtout la Coupe de l'Amérique avec Louis Vuitton. Et j'avais la possibilité j'ai joué sur le fait que ma langue maternelle c'était anglais, mais il y avait une grosse société qui s'appelle Louis Vuitton qui était beaucoup dans la Coupe de l'Amérique à l'époque et ils avaient besoin de communiquer en anglais. Et ça s'est très bien passé pour moi. Là-dessus, j'ai navigué beaucoup autour en même temps. J'ai fait finalement 17 ans dans la Coupe, à San Diego, en Nouvelle-Zélande et en Espagne. Mais j'ai beaucoup navigué en dehors de ça et j'ai navigué beaucoup en France avec des Français. J'ai rencontré un équipage français sur un championnat en Angleterre où il y avait Jimmy Parrin qui était skipper. Il avait un jeune frisé comme coéquipier avec lui qui s'appelle Michel Desjoyaux. Et puis un soir, je les ai invités à la maison pour un barbecue parce qu'on était en plein championnat et j'ai posé la question comment ça marche de naviguer en solitaire, etc. Et ils m'ont invité d'aller naviguer avec eux un peu plus loin et je me suis mis un petit peu dans le circuit solitaire du Figaro en fin des années 90 et j'ai appris qu'il y avait quand même une grande industrie en France qui marchait très bien, un peu cachée d'ailleurs par rapport au reste du monde et j'ai eu beaucoup d'opportunités là-dedans de pouvoir aider des étrangers dans le milieu français. Donc Mike Golding pour son premier Vendée Globe en 2000, entre plusieurs coupes. Et j'ai toujours resté là-dedans. Et voilà. Et maintenant, je travaille chez MerJT sur plusieurs projets. Tu portes, les logos de ton projet actuel. Voilà. Alors, ce que vous avez en commun comme parcours, c'est un jour de quitter votre pays pour venir exercer votre métier ou de trouver votre métier en cours de route en France. Est-ce que vous pouvez, chacun votre tour, rapidement nous dire, nous faire une petite carte postale de ce que c'est que la course au large dans vos pays respectifs? En Irlande, il y a le Tour de l'Irlande. On a fait toutes les épreuves. Hein. Vous êtes la dernière slide de la présentation d'Hervé sous les yeux. Mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce qu'il y a des... La course au large, une nuit ou deux en mer par des bateaux habitables, ça existe un petit peu, pas beaucoup. Il y avait beaucoup plus avant, beaucoup plus avant, mais les gens ils ont moins en moins de temps. Mais la course au large, comme on pense en France, qui veut dire en équipage réduit, traverser les océans, ça n'existe pas. Il y a un petit peu de temps en temps des courses qui arrivent en Irlande. En Angleterre, c'est encore autre chose. Bien évidemment, on sait très bien qu'il y a pas mal de grandes courses qui ont commencé là, qui sont partis ailleurs maintenant. Mais la course au large, surtout pour en équipage réduit, c'est plutôt quelque chose de très très franco-français. C'est ce qu'on avait. Donc en Irlande, il y a un coureur irlandais qui a fait. Il y a le Tour de l'Irlande. Ouais. Et puis il y a un coureur irlandais qui a fait carrière. Et il y a Damien Foxhall qui fait énormément de choses. Mais qui est venu en France aussi. On est obligé de passer par là pour faire ça. Ouais. Voilà, je crois que vous allez tous dire la même chose. Ouais. Giancarlo. En Italie, est-ce qu'il y a alors il y a encore un très grand coureur au large qui est Giovanni Soldini qui est le, je sais pas si on dit, c'est quoi, c'est l'équivalent du Desjoyaux local, du Soldini, du Tabarly local, comment il est oui, perçu? c'est sûr, Giovanni il est très bien connu parce que c'était un peu les pionniers. C'est lui qui nous a montré un peu qu'est-ce que ça veut dire course au large à l'Italie, parce que déjà nous on n'a pas l'océan, donc sans l'océan à mon avis on peut pas parler de la course au large. Et du coup, à moi, les journalistes, quand ils me demandent, les journalistes italiens surtout, est-ce qu'un jour on peut faire un pôle, je dis, on n'a pas l'océan. Sans l'océan, la course au large, à mon avis, ça n'existe pas. Après, on a des autres courses, des 500 000, des 1000 000, comme maintenant la Palermo Monte Carlo, la Mid Sea Race, que c'est une très belle course, des 600 000, que ça se fait en octobre entre Malte et les îles du sud de l'Italie, que c'est... Moi, je l'appelle un peu du petit large, quoi. Entre guillemets, sont des courses des 600 000, sont des belles épreuves. Mais après, la course au large, c'est un peu, je pense, traverser les océans. Et comme on n'a pas les océans, on a une belle tradition des voiles, je pense, parce que notamment, on était toujours présente dans la coupe.
À l'époque des monocoques, on a commencé avec les premiers, Luna Rossa. L'édition d'après, il y avait 2, Luna Rossa et Mascalzone. Et la 3e édition en monocoque, il y avait 3 bateaux. Après, on a un bel circuit à Melge. Il y a quand même des Italiens qui naviguent très très bien. Ils sont dans les plus hauts marches de podium à Melge. À l'époque du phare 40, du 145 en monotype, on avait aussi beaucoup de coureurs qui s'est baladés dans le monde, en Amérique, à faire tous les circuits, etc. Mais du coup, on reste toujours dans un peu les demandes du parcours banane. En fait, moi, je pense que c'est la France, les pays où on fait vraiment de la course au large et où on a une page consacrée à la voile. Quand les matins, on est en train de prendre notre petit déj et on ouvre les journaux, lorsque chez nous, si on fait vraiment un truc extraordinaire, on a 4 petites lettres au fond, dans la dernière page, juste comme ça. Alex? Bon, pour le cas de l'Espagne, je ne sais pas si j'aurai assez de temps aujourd'hui pour tout expliquer. C'est vraiment une situation très particulière et paradoxal ou surréaliste, je ne sais pas vraiment le mot. Quand on voit les 10 dernières années, tout ce qui s'est passé en Espagne en voile, c'est impressionnant au niveau de gros événements. Il y a eu, je vais le citer, parce que c'est facile à citer, c'est 4 départs de Volvo Ocean Race. Un pays comme la France ne l'a pas eu. Vous avez juste les 10 dernières années, 2 escales à Lorient. 3 départs de Barcelona World Race. Un départ de Velux de Bilbao, une Louis Vuitton Cup, Marcus en parlait, avec un America's Cup à Valence, et un circuit Medcap pendant 8 ans avec une vingtaine de TP52 qui tournaient. Et donc c'est énorme, tu vois, un peu, on dit que ça, et on penserait bien que l'Espagne a une surpuissance en voile, et c'est pas du tout le cas. Et quand on voit surtout la voile de base, il n'y a rien. Il y a un peu d'olympisme qui est subventionné par l'État, avec des très très bons, mais il n'y en a pas beaucoup. Et le reste, il n'y a pas de base. Et c'est ça qui est surprenant dans notre cas. Et c'est pour ça que moi je suis là. Parce que là, il y a vraiment de base, il y a plein de projets, il y a beaucoup d'activités. Et nous, c'est des gros événements. Et c'est de l'argent, c'est des événements qui sont créés par des régions ou des gens qui font du business avec ça. Et derrière, il n'y a rien. Donc c'est vraiment une grosse structure, des gros trucs. Mais quand je répète, il n'y a vraiment rien. Et ça, ce qui se passe... Comment tu expliques ce décalage? Bon, c'est pour ça que je disais que je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour l'expliquer. Parce que moi, je suis espagnol, je suis très bien chez moi. J'ai navigué sur des beaux projets aussi chez moi, notamment la Barcelona World Race. Comme je disais, en famille, j'ai des frères qui ont fait la coupe, la Volvo. Donc en famille, on a tous vécu un peu tous ces projets-là. L'explication, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans la voile, mais pour des histoires surtout de fisc. Ouais, il y a une grosse partie, par exemple, Marcus le dit, avec la famille royale. Le roi qui a beaucoup poussé pour le circuit Medcap, par exemple, le TP52. Il y a une course qui est la Copa del Rey à Palma tous les mois d'août, qui est une grosse course en Méditerranée. Mais dans le cas des projets comme ça professionnels, il y a ça. Il a beaucoup poussé pour la Volvo aussi. Et pour avoir un départ associé avec Pedro Campos, qui est un gros personnage de business voile en Espagne. Et aussi, le roi a poussé pour avoir la coupe à Valence avec la région, etc. Donc le roi, c'est un passionné. Sa famille, son fils, le roi actuel aussi, sa sœur aussi, c'est des passionnés de voile. Mais je répète, c'est très bien. Il faut pas vraiment, c'est très bien ça. Mais je pense que nous, le futur, l'avenir, c'est vraiment travailler pour la base, pour avoir une continuité. C'est sûr qu'on ne va pas arriver de suite à un niveau comme la Bretagne, parce que ça, c'est pas en 5, 10, 20 ans, mais je pense que c'est un très bon exemple. Et surtout, moi, quand je parle de la Bretagne c'est très grand, il y a beaucoup d'endroits, mais Lorient, là, c'est un exemple magnifique avec ce qui s'est passé ici à la base du sous-marin. C'est un super exemple de comment il faut voir la voile pour l'avenir. Et moi, l'exemple et la différence, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais par rapport à chez nous, c'est que nous, le jour où il n'y a plus le défisque fiscaux, tout, ça n'existe plus. Et ici, il y a tellement de courses et tellement d'effervescence de projets que s'il y en a un qui rate parce que le sponsor, parce que je ne sais pas quoi, il y en a à côté, ça tourne aussi et c'est sans arrêt, quoi. L'exemple de la base, et derrière, il y a la mini Transat est partie, il y a 20 mini sur terre-plein, il y a je ne sais pas combien de Figaro, il y a Groupama sur la coupe, il y a tous ces IMOCA, il y a des maxi trimarans, c'est vraiment impressionnant, quoi. Là, c'est la Mecque. Et nous, c'est un peu exagéré, nous, aspirer à avoir un jour ça.
Mais je pense que c'est un très bon exemple pour nous, pour une continuité de la voile. Anna-Maria, comment c'est en Allemagne? Mais en Allemagne, c'est peut-être même plus petit qu'en Italie. On n'a pas la même situation fiscale comme en Espagne, donc déjà des avantages qu'on a perdus. On pratique quand même la voile, par contre la voile reste un départ assez élitiste ou élitaire. Donc si on n'est pas membre du club, déjà on n'a pas de carte d'accès. Comme on a vu pendant la présentation d'Hervé, on n'a pas trop parlé de l'Allemagne, même si on est assez proche au circuit en Scandinavie, qui est assez grand. On n'a pas de course en solitaire, on n'a pas de course en double. On avait une transat qui a pris le départ en Hambourg, je crois, c'était en 2003, la Daimler Chrysler North Atlantic Challenge. Après, voilà, on a une course autour d'Iskargen, peut-être une course qui va à Scotland, mais ça c'est déjà tout. Il y a peut-être 10 à 15 grands bateaux. Les propriétaires, souvent riches et vieux. Voilà, donc après, la voile existe, la voile reste un sport, voilà, c'est pas un métier. Donc là, si on commence. C'est une pratique sportive, c'est un loisir, quoi. C'est exactement ça. Donc en fait, si on parle du sponsoring, pareil, voilà, si une grande part de cette course au large reste quand même, c'est quand même l'aventure humaine. Et je crois que l'aventure humaine en Allemagne, elle n'existe pas en fait. Elle coûte trop cher, donc c'est pour ça qu'on ne cherche pas la même chose comme ici. On ne cherche pas les zéros comme ici. Voilà, donc ça reste assez réduit. On a quand même 2 mers, on a 2 côtes, la mer Baltique, la mer du Nord. Il y a beaucoup de petits bateaux, mais voilà. Il y a une industrie nautique en Allemagne. Il y a un une gros salon, il y a oui, des c'est fabricants sûr, de bateaux, des constructeurs. Il y a une grande industrie, surtout croisière. Si on compare un peu les salons nautiques, Düsseldorf, c'est quand même un salon nautique assez grand. Par contre, concernant la course, on voit des choses, mais pas grand-chose non plus. Donc. Ça veut dire que tous autant que vous êtes là, si on veut faire carrière, l'exil est obligatoire, quoi. L'exil d'une part et l'exil en France. Donc, on peut quand même essayer dans notre pays. On n'est pas forcé de partir. Mais si on veut vraiment rentrer dans le truc, si on cherche une bonne infrastructure, un bon know-how, l'expertise des gens et juste une certaine, voilà, si on veut rester efficace et peut-être même pragmatique, on peut pas. Dans mon exemple, je pourrais jamais rester en Allemagne pour pratiquer ça. Vous êtes d'accord aussi vous sur le fait qu'il faut absolument partir, on n'a pas le choix? Bon, moi je prends la parole. Moi non plus, voilà. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Très bien, parfait. Dans mon cas, bien sûr, hein, Anna elle a une autre citation. Mais moi c'est pas que je rêve, mais nous on a un potentiel énorme. Mais au niveau historique, moi je dis toujours, hein, c'est les 2 exemples. On était sur la première transat qui s'est fait avec Christophe Colomb. Et on était sur le premier tour du monde avec Magellan, avec Elcano. Donc forcément, avec une histoire comme ça c'est vraiment il y a 500 ans. Mais on a un potentiel énorme, vu les conditions climatiques. On a la Galice, qui est la Bretagne espagnole. On a en Méditerranée, on peut naviguer tous les jours de l'année pratiquement. Donc c'est un pays fantastique pour ça. Et après, ce qui se passe avec ce que j'expliquais avant pour le premier tour, avec tous ces gros événements qu'on a eu chez nous, on a comment dire, il y a toutes des gens qui maintenant réclament la voile, c'est-à-dire la presse, les espaces, la télé, Internet, des gens qui n'ont jamais, qui ne sont pas du tout du milieu, qui s'intéressent. Donc c'est sûr qu'en Espagne, en ce moment, il y a un potentiel énorme. Mais je reviens à ce que je disais aussi avant, nous, le modèle, c'est la base. Et de créer des centres pour en Mini, en Figaro, des séries comme ça, et vraiment travailler la base. Pour avoir des vrais projets de voile, pas des projets qui sont un peu un rideau de fumée, on dit en Espagne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, non? On dit la même chose ici. Ouais, c'est ça. Donc, et là, moi, j'y crois à fond. Et en fait, c'est pas que j'ai espoir, mais j'y travaille évidemment tous les jours. J'essaie de montrer en Espagne ce qu'on peut faire en voile et dans une ligne d'une vraie voile, quoi. Marcus, tu disais que tu n'étais pas d'accord. On pense que la course au large, c'est la course au large en solitaire ou en équipage réduit. Il n'y a que ça, mais il y a beaucoup plus d'autres courses. Le Volvo, on connaît parce que ça fait escale ici.
Mais la course au large en équipage de 24 heures, de 36 heures, de 4 jours, quelque chose comme ça, je dirais qu'en volume autour du monde, ça représente beaucoup plus que ce qui se passe par les gros projets pour Transat Jacques Vabre, Trophée Jules Verne et Vendée Globe, etc. C'est vrai que la France, quand on regarde la carte, là, on voit que la France est en plein milieu de tout. Alors forcément, le milieu, c'est là où ça... C'est un Suisse qui nous a fait la démonstration. Oui, mais il a raison. Là-bas, la Suisse, il n'y a pas beaucoup d'océans par là, alors forcément, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça marche très bien ici. Votre littoral est magnifique, votre climat est magnifique. La politique qui fait que chaque petite ville sur le littoral a sa port de plaisance. Le fait que la presse régionale est beaucoup plus puissante dans ce pays que la presse nationale par rapport à l'Angleterre ou d'autres pays. Et d'un coup, chaque fois qu'il y a une édition de Ouest de France ou de Telegram, il y a une vingtaine de pages de news locales sur chaque petite ville et bourg. Et forcément, les bateaux apparaissent beaucoup là-dedans parce que c'est des trucs photogéniques. Alors forcément, ça marche. Et on sait très bien pourquoi ça marche en France. Et bien évidemment, on est attiré par ça parce que malheureusement... les ultimes, les IMOCA, c'est des bateaux un peu open où tout le monde peut faire des choses. Alors forcément, les gens à l'étranger, ils regardent ça. Ils sont attirés par ça parce que ça se passe nulle part ailleurs comme ça. Mais quand on regarde le Volvo, maintenant, c'est du monotype. Mais ça marchait assez bien la dernière fois. J'espère que ça va continuer de marcher. Mais il n'y avait pas un bateau français comme à l'époque de Groupama, mais il y avait beaucoup de Français un peu partout. Mais non, la course au large se pratique ailleurs. Il y a un cas particulier pour la France, qui est la course au large en solitaire, qui, comme on sait très bien, est illégale. Sauf qu'en France, vous avez inventé cette magnifique expression, la dérogation. Et je trouve ça magnifique, parce que pour un pays qui... bien fort en administration, la dérogation arrange les choses. Et chez nous, on n'a pas le droit de ça. Autrefois, il y avait le record pour le Tour de l'Irlande en solitaire, et maintenant, on n'a plus le droit de le faire, parce que c'est interdit. Heureusement, quelqu'un a inventé le Mediaman. Je pense qu'avec le Mediaman, on peut peut-être faire quelque chose pour faire qu'il y a toujours quelqu'un de quart et regarde, mais voilà, la course au large en équipage réduit ou en solitaire, c'est vraiment un truc très très franco-français. Voilà. Giancarlo, sur la question initiale qui était pour exercer ce métier, il faut forcément partir. C'est le cas en Italie ou pas? Moi, je pense que, par exemple, en Italie, on a des ressources humaines très importantes en termes de personnes que ça serait capable de construire et mener un projet de façon professionnelle jusqu'au bout. Même en termes de fournisseurs, là, je pense que les pays est en train de faire de belles pas. Il faut juste penser à les bateaux de la Volvo Ocean Race qui a été construit chez Persico Marine. Et du coup, là, normalement, les prochains caps à suivre, si les infos que j'ai eues sont bonnes, c'est que même les parties qui étaient données à fabriquer ailleurs, ça sera centré en Italie et du coup, ça sera un peu Persico qui va gérer la construction du bateau du début à la fin. Parce qu'on avait le patron de Multiplace qui était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, mais il aurait pu nous confirmer ou pas. En tout cas, j'avais lu quand on a Cariboni qui est le fil hydraulique, en tout cas, plus des parties, ça sera construit chez nous apparemment. Donc, il y a des choses qui bougent. Après, les faits qu'on n'a pas l'océan, je pense que c'est quand même un handicap. Et les faits qu'on n'a pas eu encore quelqu'un qui l'a compris que c'est quand même une belle sport, des belles valeurs à communiquer et qu'encore les faits que la voile soit communiquée pas seulement à les revistes un peu spécifiques, mais plutôt à les généralistes, ça c'est un cap à franchir. Déjà, avoir un événement qui parte par exemple de l'Italie pour passer Gibraltar et arriver de l'autre bout, ça aiderait beaucoup.
parce qu'en tout cas, on n'a pas encore ça. Et donc, je pense que c'est un peu, là, c'est un peu la boucle qui est, dans ce point de vue, elle est un peu arrêtée. Et donc, dans mon cas, par exemple, je ne me suis pas posé des questions. En plus, la France, c'est pas très loin de chez moi. Donc, je me suis dit, finalement, je peux dire que j'ai de la chance. C'est à 1500 km. Donc, c'est pas l'autre bout du monde. Et ici, c'est sûr que comme fournisseur et comme plan d'eau et comme plateau de coureur, on est vraiment abouti. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je pense que si on veut progresser vite, dans mon cas, je pense qu'il ne faut pas trop se poser des questions. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux entreprises d'Eurolarge qui sont là, qui voudraient explorer vos marchés domestiques à vous? Parler anglais pour commencer. Non, mais certainement. Ça pourrait aider, c'est sûr. Moi, j'observe ça quand même avec, par exemple, Nivea. Voilà, derrière le bateau, il y a bien sûr l'entreprise, mais c'est tout le PDG de Nivea qui est propriétaire du bateau, c'est quelqu'un qui sait compter, qui connaît les chiffres, qui connaît les marketing, qui connaît un peu tout. Et voilà, ça c'est toujours un peu le problème, qu'il manque vraiment la média anglais pour transférer les messages. Donc ça s'arrête à la frontière et ça c'est vraiment un grand problème, je trouve. Bon, moi, pour le cas d'Espagne, je reviens à ce que je disais avant, c'est qu'il y a un potentiel énorme parce que il y a eu toute une mise en place avec tous les gros projets de voile qu'on a eu. Mais du coup, tu donnerais quoi comme conseil? Tu mettons un fabricant d'électronique ou un fabricant de voile français qui voudrait pénétrer le marché espagnol, tu leur dirais quoi? C'est compliqué parce que la voile en Espagne reste un sport pour une partie de la société, c'est-à-dire assez élitiste. Donc, c'est pas comparable du tout à la France ou la Bretagne. Parce qu'il n'y a pas cette culture de voile, ça d'entrée, quoi. Donc tu leur conseillerais de commencer par créer des écoles de voile ouvertes à tous? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire dans la base, quoi. Donc, des écoles de voile ou des centres ou plus de relations avec des courses qui sont ici, par exemple les escales en Espagne, où il y a on est assez proche avec la Galice, Santander, c'est des super centres de voile, ça. Donc, plutôt ça, oui. Carlo? Pour tout ce qui est lié en fait à l'énautisme, donc la question c'est plutôt comme l'énautisme, il peut s'exporter entre guillemets de la France à un autre pays. Voilà. Dans ces cas-là, moi je pense que travailler beaucoup dans un peu les services après-vente, être beaucoup à l'écoute du client. Après, c'est sûr que moi je vois que beaucoup des choses qui sont ici en France sont aussi fabriqués en même temps en Italie par des autres sociétés. Et donc, chacun, pour une façon un peu pratique, il va un peu apprendre où il se retrouve proche. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avoir bien mis les curseurs sous déjà la formation de tout ce qu'il est installation et après les services après-vente, je pense que ça va vraiment mettre des armes du bon côté. Il faut juste prendre un peu l'exemple d'Apple. En fait, beaucoup de monde ils rachètent des computers chez Apple parce que finalement, le produit il est bien fini. Et après, c'est sûr que les services après-vente, je m'en fous, je ne suis pas en train de faire de la pub, mais j'ai trouvé toujours bien, en fait, ils mettent vraiment un regard particulier. Et donc, je pense que toutes les entreprises qui cherchent de gérer ça comme ça, plutôt que de trouver une excuse pour ne pas réparer ou pas prendre la responsabilité et vraiment se mettre à l'écoute, moi, je pense que ça veut dire mettre vraiment beaucoup de points de son côté. Et donc, peu importe les produits, que ce soit du nautisme ou d'autres choses, moi, je pense que... C'est une vérité générale, ouais, voilà, pas spécifique au nautisme. Marcus, qu'est-ce que tu as comme conseil? Oui, je pense que ce soit pour des entreprises ou pour des navigants ou des gens qui veulent faire une carrière là-dedans, il faut voyager. Il faut voir que ça se passe très bien en France et souvent, il n'y a pas raison de quitter la France parce que ça marche assez bien ici. Mais il faut vraiment aller voir
ce qui se passe ailleurs, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis ou même de l'autre côté de la Manche. Il faut voyager, il faut comprendre comment les gens utilisent des produits ailleurs. Il faut comprendre un petit peu la culture et je dirais aussi peut-être d'embaucher des, je ne veux pas dire ça, mais d'embaucher des étrangers pour comprendre leurs produits ici et de repartir avec cette connaissance de leurs produits quand ils rentrent chez eux, parce que ça se passe à terme. On est tous ici là maintenant, mais si on va être ici dans 10 ans, ça serait déjà quelque chose, mais on sait déjà, on a une bonne connaissance des produits français et de la culture en France. Et on partage ça à chaque fois que chacun de nous rentre chez nous, on partage ça avec... et on prend un peu de cette culture avec nous. Mais il faut voyager, c'est très simple. Comment ils sont perçus les produits techniques français dans vos pays respectifs? Dans le monde de la course au large, si c'est français, c'est de la qualité, c'est poétique, ça dépend. Il y a des aliments qui sont très haut de gamme, qui sont faits par des fournisseurs dans d'autres pays. Il y a des produits, je pense qu'en France, les produits sont beaucoup plus volume et populaires que des produits très très haut de gamme. C'est beaucoup, je ne veux pas dire premier prix, mais c'est beaucoup plus grand public que des aliments très très chers qui sont dans des pays où des choses sont peut-être plus élitistes. Quand on parle de Beneteau par rapport au Swan, par exemple, c'est deux marchés un peu différents. Et je pense que pour une bonne partie des aliments, je parle en dehors des produits haut de gamme de la course au large, c'est quand même vu un peu comme ça. Messieurs, dames, la réputation des produits français de la course au large, il n'y en a pas peut-être? Ouais, c'est un peu l'exemple. Tu as couru sur un bateau, un plan espagnol la dernière route du Rhum. Architecte espagnol, construction espagnole. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, c'est un peu ce que je revenais à dire dans ma situation. Pour nous, c'était super, parce que c'était une force de démontrer qu'on est capable d'être au niveau des autres, et surtout d'un pays comme la France, qui est une référence, ou de l'Angleterre, mais surtout maintenant la France, d'être arrivé à gagner une route du Rhum avec un bateau dessiné, construit. Tous les gens qui avaient participé au projet, c'est des gens de chez nous. Ben, ça démontre on est vraiment capable d'y aller. C'est une histoire et avec un projet financé en partie avec de l'argent privé et moi de ma poche c'est une autre partie. Donc vraiment sans avoir des gros budgets quoi. Donc c'était super. Et en revenant un peu à l'image des produits, c'est l'image de la course au large. Comme Marcus a dit un peu, pour moi c'est la course au large ici, c'est grand public. Mais les publics aussi, c'est plus accessible. Quand je dis les produits, pour moi c'est tout, c'est l'accès à la mer, c'est tout. Nous on vient d'un pays où tout c'est beaucoup plus compliqué. Et en revenant aussi, en parlant de comment investir en Espagne, tous ces produits-là, ou ces entreprises, il y a un potentiel énorme, rien que voir le climat et les quantités de kilomètres de côte qu'on a, c'est impressionnant. Et maintenant, moi un truc qui me fait très optimiste par rapport à l'Espagne, c'est qu'il y a énormément de gens qui viennent, un peu grâce ou en partie avec tous les événements qu'il y a eu, et qui viennent par la plage, c'est-à-dire des gens qui viennent du paddle, du kitesurf, qui ont suivi ces courses. Avant, on en parlait aussi que j'étais ici avec la coupe. C'est un peu ça. Il y a plein de nouvelles gens qui viennent sur la voile. Et ce n'est pas forcément des armateurs de bateaux, parce que ça coûte beaucoup d'argent d'être armateur d'un bateau avec la place au port, etc. Mais des gens qui ont une curiosité de mettre les pieds sur un bateau. Et ça, c'est un peu ce qui me fait, moi, être très, très optimiste. D'un côté grand public. Et après, côté technique, nous, le cas avec l'Europe du Rhum, on a démontré qu'on était capable d'être au niveau des autres. Pour parler des produits dans le nautisme, moi je ne suis pas trop les marchés généralistes. Honnêtement, je me suis un peu éloigné. Oui, mais ma question porte sur les produits de la course au large. Non, je pense que sur les produits de la course au large, plutôt bien. Plutôt bien. Finalement, même comme j'ai Paul Fraisse ici devant moi, les pilotes, ça fonctionne et sont vraiment extraordinaires. Moi, je les conseille à tous mes potes italiens de les mettre, même dans la voiture. Et après, non, c'est sûr que toutes les petites choses liées nettement à la préparation, qui ici s'utilise beaucoup, sont finalement importés, même pour les mini, qu'ils viennent ici, ils naviguent un peu, après ils retournent. Par exemple, moi, pour te faire un exemple tout bête, la première montre programmable pour se réveiller dans le sommeil,
Moi, je l'ai vu ici, physiquement. Je m'étais imaginé en tête de bricoler quelque chose pour arriver à me programmer le sommeil, mais finalement, je suis arrivé ici et c'était déjà disponible dans les marchés. Donc, je pense que dans les domaines de la course au large, il y a aussi, comme il y a beaucoup de public, d'investissement, etc., il y a forcément du développement et de la qualité. Et donc, forcément, pour les petits réseaux que nous, comme Italie, on peut acheter, moi, je pense que c'est bien vu et ça va dans le bon sens. Anna Maria, Mais toi qui as acheté un bateau français Ouais, pour ton client allemand. Pas moi. Mais c'est un bon exemple. En fait, la classe 40, elle est connue en Allemagne et ça sont des bateaux, ça sont des pogos, en fait. Voilà, ils ne font pas différence entre des architectes différents, des chantiers différents. Ce sont des pogos. Donc, ça, c'est très significant pour l'horizon. Concernant la course au large, comme elle existe, sur les grands bateaux, je crois qu'on est plutôt sous l'influence anglo-américain. Anglo-saxonne plutôt que française. Voilà, même les Scandinavies plutôt que français. Voilà, NKE, c'est un truc inconnu. Mais elle a mis du NKE sur son bateau, Paul. Elle a mis du NKE sur son bateau. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vraiment, c'est très 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 réduit pour l'instant, je pense. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Est-ce que tu as trouvé à loger tes... J'ai pas de tondeuse à vendre, me souffle Bernard. Non, c'est une question pour Alex, puis pour Marcus. En fait, tu faisais référence donc à l'Espagne et donc aux lois de défiscalisation qui ont en Espagne. Sur le projet qu'il y a eu à Barcelone avec la Barcelona World Race, il y avait une dimension qui était une dimension de créer un pôle d'entraînement à Barcelone, enfin d'avoir toute cette démarche que tu décris en disant maintenant tu es optimiste. Alors, qu'est-ce qui fait selon toi que la Barcelona, au-delà des millions d'euros qui sont tombés, n'a pas démarré, plus que cela? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que la nouvelle FNOB, qui a l'air de se mettre en place, a cette dimension de créer de pôles, de formation, etc., qui pourrait laisser des traces? Et je pose la question également à Marcus, puisqu'il a une vision un peu large de tout cela et qu'il est maintenant investi à fond dans l'IMOCA. Thank you. Bon, pour la première question, l'histoire de Barcelone, avec l'historique, je ne sais pas trop comment dire, parce que moi, ça me touche énormément, ça. Moi, je suis de Barcelone. Et je suis très, 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 très déçu avec le projet, parce que moi, quand je suis rentré dans cette boîte, c'était justement pour développer la course au large. Et c'est pour ça que je n'étais pas là à la 3e édition. Je dis ça honnêtement, devant tout le monde, les caméras et tout, j'ai aucun problème pour le dire. Mais quand j'ai vu tout ce qui se passait, ça ne m'a pas du tout plu. Et c'est pour ça que j'ai continué à faire la course au large comme je l'aime. Et j'ai fait l'Europe du Rhum en même temps que la Barcelona. Avec un projet qui, je ne sais pas si on dit le mot, incarnait ou démontrait tout ce qu'on est capable de faire en Espagne, en Catalogne et à Barcelone. Avec ce qui est marqué sur le statut de la fondation qui gère la Barcelona World Race. Et donc, moi, c'était trop fort, quoi. C'était ce qu'on était en train de faire. Donc, je suis allé voir la FNOP en leur disant, écoutez, on est en train de faire tout ce que vous n'êtes pas en train de faire. Nous, on est en train de faire avec de l'argent dans notre poche à un niveau extraordinaire. Parce que quand tu vois les gens qui étaient impliqués sur le projet pour le Rhum, là, c'est des gens du premier niveau, des gens comme Marcelino Botín, que tout le monde connaît. Des gens comme Chimo López, qui a construit des classes América, des TP52, des Maxi, Antonio Piris, qui était, je ne peux pas nombrer les curriculums de ces gens-là, parce que c'est presque c'est même pas bien d'en parler, c'est tellement qu'ils sont grands, ça fait 40 ans qu'ils font de la course au large. Et je dis, il faut vraiment que je parle de ça à la FNOP, comme je l'ai fait pendant 3 ans, avec d'autres projets où j'étais. Chaque fois, comme je connais les gens, parce que je travaille dans la boîte, j'allais les rencontrer, et j'ai eu aucun soutien. Quand je dis aucun soutien, c'est même pas en chiffres, en euros, mais le projet 40 pieds n'a eu aucun soutien par rapport à la presse de la FNOP, par exemple, en suivi. Et même pas, quand je dis presse en direct, ce n'est pas le website, c'est tous les espaces que la FNOP a achetés dans les journaux, télé, etc. On n'a rien eu, mais rien. Et ce qui m'a vraiment surpris,
Et là, c'est ce qui m'a mis vraiment les pieds sur terre avec ce projet-là. Et je dis ça avec une énorme déception. Et je sais que c'est peut-être pas bien parce que là, je fais vraiment une grosse critique à la FNOP, qui est une boîte de chez moi, et pour laquelle j'ai travaillé, parce que moi, j'ai fait la Barcelona World Race en 2010. Et vraiment, tout ce que tu as nommé, c'est-à-dire tout le travail de base qui aurait dû être fait, il n'y a rien qui a été fait. Et on a essayé de faire semblant qu'on faisait quelque chose, mais rien n'a été fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est rentré, de l'argent qui n'est pas de l'argent public, mais de l'argent que les boîtes laissent de payer en impôts à l'État et qui sont retournés sur cet événement. Et donc là, tu dis que vraiment on a eu un gros problème de, je pourrais dire, de corruption directement, parce qu'on ne sait pas du tout où est parti cet argent. Et quand on voit ça à la 3e édition, c'est vraiment un désastre. C'est au niveau sportif, au niveau technique. On n'a pas construit un seul bateau chez nous, mais c'est pas qu'on n'a pas construit un bateau, on n'a pas construit un safran chez nous, ou un vide-mulet, quoi. Rien. Alors que c'est écrit sur les statuts qu'on avait un chantier de 5000 m², énorme, avec des super gens dedans. On n'a vraiment rien fait. Et ça, c'est vraiment décevant parce que c'est vraiment, là, on a perdu. Moi, je suis déçu parce que pas pour ce qu'on n'a pas, surtout pour l'opportunité qu'on a perdue. C'est vraiment ça. Et bon, la deuxième question, je me suis un peu trop, j'ai trop de passion pour ce sujet parce que vraiment, moi, je l'ai vécu énormément et je l'ai mal vécu aussi parce que c'est très décevant. Moi, je fais de la course au large depuis 15 ans et Marco, je l'ai connu. Moi, je préparais le Figaro qu'il avait loué, tu vois. Donc, ça fait vraiment très longtemps que je suis sur les pontons, que j'essaie de bouger la course au large chez moi. Et tout d'un coup, on m'appelle en 2006, qu'il y a un projet qui se crée comme ça. Moi, je venais faire 2 podiums sur la Mi-Transat en gagnant la 2e étape, ce qui était incroyable parce que ça, on l'avait fait avec mes frères, en famille. Donc, je rencontre ces gens-là. On me dit qu'on va faire tout ça. Moi, c'est une espèce de rêve qui me tombe dessus. Je pousse le projet et à la fin, je me retrouve avec une histoire qui n'a rien à voir avec la course au large. Et c'est une histoire pour récupérer de l'argent à travers la course au large, mais qui n'est jamais mis dans la course au large. Donc, désolé de parler de ça, c'est un peu dur, mais moi, je l'ai vraiment mal vécu, quoi. Et la deuxième question J'ai un peu... Non, la deuxième question, elle était liée. Est-ce que la nouvelle équipe, puisqu'apparemment il y a une nouvelle équipe qui se met en place à la FNOB, cette dimension de créer quelque chose, de créer une fondation, enfin de créer une chose, voilà. Et d'autre part, c'était le dernier point sur lequel je voulais retomber, c'est cette déception. Je crois qu'elle est identique en France également par rapport à la Barcelona, puisque c'était à 2 ans d'intervalle avec le Vendée Globe. Parfait, ouais. Effectivement une dimension qui permettait d'aller à l'international. Ah ouais, je comprends très bien. La nouvelle équipe, moi je pense que c'est le temps qui va dire ça, parce que la nouvelle équipe elle est rentrée et elle a dit qu'elle allait faire tout ce qui est marqué sur les statutos de la fondation, ce qui est écrit. Donc rien, pour moi, rien de nouveau. Donc je pense que le temps dira si elle est là pour développer la course au large ou pour refaire comme l'ancienne équipe. Donc je ne suis pas trop confiant parce qu'il y a eu des déclarations en disant qu'il y aurait une 4e édition grâce au succès médiatique de la 3e édition. Donc moi, ça me met déjà un peu, ça m'étonne et ça me surprend énormément quand tu vois un peu la 3e édition de la Barcelona World Race. Moi, j'étais à Barcelone à l'arrivée de Renault, qui était le partenaire principal de la course. Et je pense que peut-être il y avait 100 personnes, pas plus. Et je ne sais pas le budget de Renault, mais peut-être là, 2 millions d'euros. Et quand il y a 100 personnes à l'arrivée, c'est que la course, elle a un problème. Alors, la nouvelle équipe de la FNOP se met en place et ils disent que c'est un grand succès médiatique. Moi, j'ai beaucoup de doutes, tu vois. Donc, je ne sais pas trop. Mais je pense que pour la nouvelle équipe, il faut voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Et moi, je suis content que tu me dises ça parce que je vois que je ne suis pas le seul déçu. Moi, parce que je suis barcelonais, donc vraiment, je vis ça avec passion. Mais je pense honnêtement que le projet sportif était super. C'est une internalisation de la glace IMOCA. La course au large reste très franco-française. Et moi, je le sens parce que moi, on m'appelle dans plein d'équipes pour naviguer. Et les gens ils sont contents qu'il y ait un nom français dans l'équipe. Et je suis très bien accueilli en Bretagne. C'est super pour moi. Et moi, au projet de Barcelona World Race, j'y croyais à fond. Après, ce qui se passe aussi, c'est que pour les dates, là, on le voit vraiment l'IMOCA. Ça, c'est un avis personnel, mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Je ne sais pas si la classe elle a beaucoup de force. Ce qui a beaucoup de force, c'est le Vendée Globe, ça c'est sûr. Et Marcus il fait comme ça avec la tête, mais ça on le voit par exemple avec cette Jacques Vabre.
C'est juste avant un an, le Vendée Globe, il y aura 30 IMOCA, c'est magnifique. Il y aura 6 nouveaux bateaux, c'est super. Donc la Barcelone, elle se retrouve aussi un peu comme ça intercalée. C'est un peu difficile, quoi. Je pense que peut-être il faut réfléchir à faire la Barcelone sur une autre série aussi, ce qui est pas mal, de ne pas se bloquer à l'IMOCA. Nous, c'est sûr qu'on a une ville avec 4 millions d'habitants, une ville qui veut un événement nautique d'un premier ordre mondial, ça c'est sûr, parce que la mairie elle pousse le projet. Donc ça c'est super, et c'est super pour la course au large en France. Mais je ne sais pas s'il faut rester sur l'IMOCA. Moi j'ai des doutes. L'IMOCA c'est des bateaux super, mais je pense que l'IMOCA elle bouge parce qu'il y a le Vendée Globe. On l'a vu sur la route du Rhum, c'était pareil, c'est une grosse course. Mais il y avait quoi? Il y avait 6 IMOCA, il y en avait 4 pour essayer de gagner la course. Donc c'est... Et pardon, j'ai coupé un peu le temps à Marc. C'est pas grave, il y avait beaucoup de passion dans ton propos, donc tu es tout excusé. Mais par contre, le temps file quand même. Oui, bah, le FNOB et tout ce qui était politique de course, que ce soit la Coupe de l'Amérique ou le Volvo Ocean Race ou le Barcelona Race, c'est vachement compliqué. En Espagne, j'ai eu la chance de vivre là pendant 5 ans et j'ai vu beaucoup de ça. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Une fois qu'on demande aux politiciens de mettre de l'argent, c'est tout de suite très très compliqué. Mais l'IMOCA, c'est vrai, c'est la classe de cette magnifique course, le Vendée Globe, qui est sur un cycle de 4 ans. Et tous les 4 ans, eh bien, là, on est à un an du prochain départ. Il y aura une vingtaine de bateaux sur la ligne de départ au Havre dans 10 jours. C'est le plus grand classe, mais c'est juste parce qu'on est à un an du départ du Vendée Globe. Et c'est vrai, le Jacques Vabre en 2017, je ne sais pas combien il y aura d'inscrits. Et malheureusement, on vit à ce rythme de cette grande course, ce qui est très bien. Cette grande course est magnifique, mais il faut qu'on essaie d'équilibrer ça sur les 4 autres années avec d'autres courses ailleurs. Et il y a eu plein d'initiatives pour le faire. Mais malheureusement, ça doit passer par l'internalisation de l'affaire. Et comme la classe IMOCA, les bateaux deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus chers. Là, on a 5 bateaux qui ont ajouté des foils. Là, ça va compliquer encore l'affaire. Ça polarise énormément la classe maintenant. Si c'est du vent de travers, c'est eux qui vont gagner. Si c'est du près ou du petit temps, c'est les anciens qui vont gagner. On sait très bien que ça va se passer dans ce sens-là. Mais l'IMOCA, c'est une magnifique classe. C'est vraiment incroyable, mais c'est vachement compliqué pour les gens qui gèrent ça. Et pour moi, ma plus grande souhait, c'est qu'on arrive à vraiment internationaliser ça, mais ça ne va pas venir tout de suite. Et justement, c'est à travers la base du pyramide, avec les Mini, avec les Figaro, et avec des espèces d'académies qui se passent un peu partout en Europe pour faire marcher ça dans la Méditerranée, en Espagne, en Angleterre. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur l'Artemis Offshore Academy sur 4 ans, mais on est obligé de venir s'entraîner ici pour la plupart du temps. Mais il faut qu'on ait ça un peu dans le nord de l'Europe, il faut qu'on ait ça dans d'autres coins du monde, parce qu'il faut alimenter la base du pyramide. Sinon, on va être trop dépendant d'une épreuve qui tire tout vers lui, ou des besoins des politiciens à Barcelone, ou des choses comme ça. Il faut vraiment qu'on soit intelligent avec la base du pyramide. Et si on oublie ça, on va pas être bien. Et je regarde le Volvo Ocean Race aujourd'hui. Je suis un petit peu inquiet de voir. Je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Et j'espère que ça ne va pas mourir. Mais je reste ouvert sur le sujet pour l'instant. Merci bien, merci à tous les 4. On a explosé les délais. On peut les applaudir. Merci à vous.